Valoriser ces données avec les nouvelles techno, data, c'est avec deux premiers intervenants sur cette mini-conférence aujourd'hui, ce matin, avec Ager Ouergui de la Caisse des dépôts. Bonjour Ager. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. Bon. Et puis Michael Tache d'ICDC. Bonjour Michael. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon. Alors, vous avez la possibilité évidemment de poser vos questions. Vous le savez, le forum ICDC n'est pas un forum qui se parle tout seul. C'est avec vous qu'on le fait aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les impacterai directement à Michael et à Ager avec moi, ou ici avec moi. Parlons un petit peu justement avec vous de ce patrimoine data. Aujourd'hui. Un petit mot d'abord peut-être sur vous deux, peut-être en introduction. On va vous présenter. Ager, votre rôle aujourd'hui, tous les jours, c'est? Alors, je suis Ager Ouergui, je suis responsable des socles technologiques Data et IA au sein de la Caisse des dépôts. Et Michael? Et Michael, moi je suis responsable de la Squad Data, donc DPI à ICDC. Et mon rôle, c'est de mettre en place les plateformes data, s'assurer de leur bon fonctionnement et d'aider les projets à accoster sur ces plateformes. Alors justement, première question, le volume annuel de données créées à l'échelle mondiale est en pure croissance, hein, en pleine expansion. D'ailleurs, on va regarder ensemble quelques chiffres qui s'affichent à l'écran et ces statistiques. Comment expliquer cette explosion de données, Ager? Alors, il est vrai que le volume de données est en pure explosion, je dirais. On remarque bien qu'entre 2020 et 2035, le volume va être multiplié par 45, alors qu'entre 2010 et 2015, il a été multiplié par 6. Ça s'explique par, on va dire, les nouvelles technologies, à savoir tout ce qui est les messages qu'on s'envoie, les signaux GPS, les transactions financières qu'on peut faire. Et donc, du coup, ça fait qu'on envoie énormément de données. Et puis ces données, on dit aujourd'hui que c'est le pétrole du 21e siècle. Donc du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment l'exploiter, les déchiffrer et savoir les analyser pour en tirer profit derrière. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'interactions et d'informations qui s'échangent par la multiplication aussi des plateformes et ça fait un volume très important, on le voit bien, de données. Comment on déchiffre ces données? C'était mon autre question, mais là on l'a un petit peu touché du doigt. Il y a notamment de nouveaux acteurs qui aujourd'hui émergent. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment faire un réalignement des capacités IT pour pouvoir démocratiser l'exploitation du capital data qui est nécessaire. Et aujourd'hui, on a une panoplie, on va dire, d'outils sur le marché, mais il faut commencer par la brique essentielle, la première brique, à savoir qui est la technologie Big Data. Alors, quand on parle technologie Big Data, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est tout simplement pouvoir stocker, transformer et puis surtout derrière exposer ces données-là pour une utilisation à des fins de machine learning, à des fins de visualisation. Pourquoi on utilise le big data? Parce que tout simplement, quand on parle de données, on parle de volume. C'est-à-dire que la technologie Big Data nous permet de stocker une quantité très importante de données. Et puis, on parle aussi de variété. Aujourd'hui, la donnée, elle est vraiment très hétérogène. Ça veut dire qu'on a des données qui sont structurées, des données qui sont semi-structurées et des données qui ne sont pas structurées. C'est un petit peu comme le pétrole auquel vous faisiez référence. Exactement. Il est brut, voilà, mais il faut le raffiner et l'exploiter derrière. Exactement. Et le transformer. Exactement. Et puis, la donnée structurée, en temps normal, on la trouve dans nos bases de données SQL ou dans des feuilles textuelles. Aujourd'hui, on la trouve dans le big data avec d'autres types de données. Sans oublier qu'il y a aussi la caractéristique qui est la vélocité, donc comment on peut, on va dire, capter cette donnée rapidement et puis l'exposer de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle les 3 V fondamentaux du big data. D'accord. Comment vous vous organisez autour de ça, justement, Ager et Michael? Est-ce qu'on peut continuer un petit peu sur la façon dont vous vous organisez, finalement, autour de ces enjeux de big data? Alors, quand vous dites organiser, c'est au sens équipe?
Oui, enfin, j'imagine que vous n'êtes pas que deux, j'imagine que derrière, il y a toute une Oui. équipe. Alors, je vais plutôt, avant de parler sur l'équipe, parler vraiment sur les enjeux exactement. Oui, on parlera un petit peu après de l'équipe. C'est ce que vous venez de dire. En fait, les enjeux sur cette partie et sur cette technologie Big Data, c'est tout d'abord la connaissance de notre client. Il faut bien connaître notre client, connaître ses usages. Et puis surtout, ça va nous faciliter la vision avec notre relation client pour qu'on puisse être à son écoute et surtout augmenter notre réactivité. Sans oublier la partie innovation business. Donc comment on va pouvoir innover? La data, elle est au centre de l'innovation, on le voit aujourd'hui. C'est vraiment le cœur limite de l'innovation. Donc comment on peut détecter des nouveaux besoins clients en analysant les comportements et en anticipant les attentes. Et bien sûr, aider à la décision et faire des prédictions derrière. Donc pour pouvoir faire ça, il faut que ça nous permet derrière d'optimiser nos coûts et de fiabiliser notre prise de décision qui sera, elle, vraiment axée sur la data. Et tout ça, en mutualisant nos socles technologiques, en mettant à disposition des utilisateurs un maximum de données, que ce soit internes ou externes. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a les données qui sont internes, mais on a aussi les données externes, type les données sur les notaires, type les données sur les données sirènes. Ces données-là, on les met ensemble et ce qu'on essaye, c'est on essaye de faire une corrélation entre ces données pour que derrière, on ait une analyse très fine qui va nous permettre justement de créer de la valeur au service de l'intérêt général et surtout au service de la Caisse des dépôts ICDC. Ça, vous diriez que c'est nouveau, ce croisement, ces corrélations que vous évoquez de données notamment externes? Alors, on peut avoir accès aux données externes, mais ce qui est bien, c'est pouvoir croiser ces données-là au même moment avec une rapidité. Il ne faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure en fait, sur la partie vélocité, c'est comment attraper et catcher ces données-là et pouvoir utiliser la donnée très rapidement à un instant T, c'est-à-dire qu'elle a été mise à jour. Et c'est ça qui est le plus important, c'est avoir la donnée vraiment mise à jour avec les données internes et faire le croisement entre les deux. Alors, un levier de croissance, on l'a vu, le big data, comme on le voit aujourd'hui sur votre slide. Peut-être on peut, sur votre présentation, faire défiler le prochain slide. Voilà. Alors, la mise en place, c'est là où, justement, j'anticipe un peu sur ma question au niveau équipe, mais c'est finalement les process d'organisation autour de ça. Parce que ce que vous dites là, on le comprend, il y a des leviers de croissance à utiliser le big data, mais ça demande, j'imagine, une méthodologie. Exactement, ça demande une très grande organisation, une très grande méthodologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la Caisse des dépôts et avec ICDC, on a commencé à mettre en place une plateforme vraiment minimaliste, uniquement pour le stockage, en 2017. Donc on a commencé en 2017 avec des cas d'usage, par exemple avec mon compte formation. Et puis après, on a vu en fait que l'industrialisation de cette plateforme a montré, et surtout ces cas d'usage, ils ont montré qu'on voulait aller encore de l'avant, et ça c'était en 2018 où on a eu une demande très importante d'autres projets, et donc du coup on est passé au proof of concept. On a commencé à faire des POC. Ces POC-là, ils ont atterri entre 2019 et 2020. Et de par on va dire la réussite de ces POC et pouvoir démontrer quel est l'usage qu'on peut faire après, on a industrialisé notre plateforme Big Data et aujourd'hui on est en train de mettre en place des versions de clusters de production et puis surtout aussi de normaliser et standardiser nos process pour avoir d'autres cas d'usage qui vont arriver, sur lesquels on travaille d'ailleurs avec Michael tous les jours. On a une backlog assez chargée, on va dire, sur le big data. J'imagine. Vous parliez de use case, est-ce qu'on peut juste en citer un? En termes de use case, je pourrais vous citer par exemple tout ce qui est industrialisation de la détection de fraude. Oui, d'accord. Nous avons aussi la sélection de fonds, donc c'est une industrialisation qu'on a fait. Et nous avons aussi la visualisation des programmes des territoires d'industrie. Donc on a plusieurs use cases. Je pourrais aussi en citer l'open data qui était un de nos use cases. C'est mettre à disposition des données qui sont
publié et facile à accéder. Donc ça aussi, c'est passé par la plateforme Big Data. D'accord. Je vous en prie. Allez-y, non, mais ce que j'allais dire, c'est que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces use cases, ils sont, on va dire, on les a classés au sein de la Caisse des dépôts et ICDC par le service pour le client, donc comment on peut développer les services à destination de nos clients. On avait aussi le risque et conformité, et d'ailleurs, c'est ce que je parlais tout à l'heure sur la détection de fraude. On avait l'efficacité business, donc c'est tout ce qui est vraiment l'amélioration de la performance métier, comment on peut améliorer notre performance métier aujourd'hui. Il y avait l'efficacité opérationnelle avec l'optimisation de nos modes de fonctionnement sur une base de données de nos process. Et puis l'intérêt général, c'est contribuer à réduire les inégalités entre territoriales et sociales. Qui est aussi un peu l'ADN, je dirais, du groupe, évidemment. Et puis l'efficacité opérationnelle, on l'a dit en filigrane, mais c'est finalement pouvoir faire profiter à tous vos clients aussi peut-être de ces process mis en place chez vous. Exactement. Donner des clés finalement, c'est ça? Exactement. Et je vais peut-être du coup anticiper un tout petit peu sur ce qui va être dit en parlant de nos partenaires. Aujourd'hui, par exemple, on a un des projets sur la partie data analytics où on est en train de mettre en place un outil pour pouvoir diffuser des visualisations et des tableaux de bord qu'on fait au sein de la caisse à nos partenaires. D'accord. Donc du coup, on travaille avec nos partenaires avec ce nouvel outil qu'on est en train d'industrialiser par contre. Donc ça veut dire aujourd'hui vous êtes carrément un fournisseur de technologies, notamment à partir de ces technos émergents dont on parlait, qui sont l'IA, la data visualisation, etc. Donc vous vous positionnez vraiment comme un fournisseur de solutions. On tape à la porte, on dit voilà j'en ai besoin, je l'implémente chez moi. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va dire, c'est un tout petit peu comme ça, mais pas vraiment, parce que aujourd'hui, comment ça se passe, c'est que les métiers, les data owners et les data officers, ils déterminent un cas d'usage. Ce cas d'usage, par rapport à ce cas d'usage, nous, on va aller regarder les outils qui sont sur le marché. Et par rapport à leur usage, on commence par faire un POC. Si on voit que le POC il est concluant, là on peut industrialiser et surtout voir si c'est un cas d'usage qui peut être partagé aussi avec les autres directions. Donc il y a un peu d'audit en fait de votre part. Exactement. C'est une veille réglementaire, c'est une veille technologique plutôt qu'on fait sur les outils et derrière on met à disposition cet outil, bien sûr en travaillant directement avec les équipes ICDC. Alors rentrons, Michael, un petit peu dans la technique. J'imagine que nos auditeurs qui peuvent, je le rappelle, poser des questions, et vous poseront des questions à la fin de cette présentation. Je le disais, rentrons un petit peu maintenant dans le concret technique. Les fonctions majeures de cette plateforme que vous évoquiez, est-ce qu'on peut les détailler ensemble ? Oui, tout à fait. Sur la partie data, en fait, on va se focaliser sur… alors, il y a, en fait, ça, c'est un focus sur une partie des fonctionnalités qui sont mises à disposition. Il y en a bien d'autres, on pourra en parler un petit peu rapidement. Mais du coup, les fonctions majeures de la plateforme data actuelle, eh ben, c'est ingérer les données, pouvoir les stocker donc, selon plein de formats, les transformer. Donc, il y a tous les pipeline ETL, ce qu'on appelle ETL ou ELT, donc Extract, Transform, Load. Et là, avec ces plateformes-là, on est plutôt dans un système où on extrait la donnée, on la charge et après seulement on la transforme. Donc on essaie de garder la donnée dans l'état brut à chaque fois qu'on le peut. Et enfin, il y a des couches d'exposition qui permettent justement d'interroger et de récupérer ces données le plus simplement et le plus rapidement possible. Donc on a ces 4 grosses fonctionnalités. Quand je dis que c'est un focus, c'est qu'il y a d'autres couches d'administration, de gouvernance, de data visualisation, etc., qui gravitent autour, qu'on ne voit pas là, mais qui sont bien présentes et qui sont nécessaires et utiles. Toute la gestion des métadatas,
pour adresser toutes les problématiques de gouvernance de la donnée, toutes les problématiques pour être RGPD compliant, etc. Et oui, parce qu'il faut intégrer aussi toutes ces nouvelles règles. Nouvelles règles qui sont en même temps des contraintes et en même temps des opportunités, puisque ça nous oblige en fait à mieux maîtriser aussi les données qu'on a nous en interne. Enfin, d'ailleurs, des données qu'on récupère, qu'elles soient internes ou externes. Et en fait, donc, ces contraintes, on peut en tirer aussi des opportunités grâce à une meilleure connaissance en fait, des données qu'on a dans notre. Donc, ce n'est pas un frein, le RGPD quand même. Alors, ce n'est pas un frein, c'est compliqué. Voilà, ça amène quand même beaucoup de contraintes, mais après, il faut utiliser cette contrainte pour trouver aussi des opportunités. Alors, je laisserai nos auditeurs poser leurs questions probablement techniques tout à l'heure, là, dans quelques instants, mais est-ce qu'on parle, par exemple, d'une base de données en tant que telle, qui pourrait s'inscrire là dans ce schéma de la fonction 1 à 4 ? Alors, il y a des bases de données. En fait, il y a plusieurs typologies de stockage. Donc, je vais en détailler justement quelques-unes, mais effectivement, il y a ce qu'on peut appeler base de données. Donc, il y a plusieurs typologies de bases de données et de fonctions de stockage qu'on peut requêter ou C'est ça. Voilà. Donc, il y a ces typologies de technologies. Agir, si tu peux. Donc, sur la première, déjà, pour adresser les problématiques de la Caisse des dépôts, le rôle d'ICDC, ça a été d'accompagner du coup la Caisse dans la sélection des technologies, notamment pour mettre en place justement une plateforme data qui permettrait de consolider l'ensemble des données, on a dit hétérogènes, internes ou externes de l'entreprise pour justement casser les silos qu'on avait sur le système d'information, le legacy, et casser les silos, donc avoir une plateforme qui nous permettrait de faciliter justement les croisements de données, et cette plateforme permettrait aussi de gérer tout ce qui est capacité de traitement, tout ce qui est traitement de masse, parce que justement on aurait plus de données avec des structures différentes, et croiser toutes ces données, on a besoin aussi de capacité de traitement. La première étape, du coup, alors on a construit toute cette plateforme dans un souci en fait, d'avoir une approche produit. L'objectif, c'était de pouvoir fournir des services qui étaient le plus facilement utilisables par les projets, et pour qu'ils puissent accoster sur la plateforme le plus rapidement possible et créer de la valeur en fait. Donc pour ça, il y a la première partie, c'est on doit peupler en gros les données qui sont, on doit peupler cette plateforme avec des données. Donc il y a toute la partie ingestion de la donnée. Pour cette partie ingestion de la donnée, les équipes, on a commencé les équipes ICDC, les équipes DPI de production, les équipes socle. Donc on a commencé par développer un framework d'ingestion, donc en mode batch. Et ce framework d'ingestion, donc il a été initié par les équipes DPI, puis après donc les équipes de production. Ensuite, il a évolué grâce aux équipes des études, donc des UI, et des équipes projets, de mon compte formation notamment. Et c'est un framework qui permet en fait de récupérer des données issues, justement, on parle de bases de données, les bases de données relationnelles, opérationnelles, donc historiques qu'on avait dans nos systèmes d'information. Et ce framework permet de récupérer ces données-là et les ingérer dans la plateforme simplement avec du paramétrage. Donc là, il n'y a plus besoin d'avoir de vraies compétences techniques pour la première partie, ingestion des données. On a un fichier qui est au format JSON où on spécifie, je veux récupérer cette table de cette base, je veux la récupérer entièrement ou pas entièrement, etc. etc. Et du coup, avec juste du paramétrage. Et ça a permis en fait à certains projets de venir et de peupler la plateforme plus rapidement. Donc il y a cet ingesteur Scoop qui ramène des données donc, SQL, du monde SQL classique vers la plateforme data. On a aussi le système de stockage, on en parlera un petit peu après, mais qui est HDFS.
non, juste si jamais tu peux le laisser, ouais, c'est pas grave. Où du coup, il y a des API aussi qui permettent de pousser des données sur la plateforme et de les récupérer. Donc, il y a des projets comme iDoc qui stockent leurs données primaires directement sur la plateforme. Donc là, c'est les données opérationnelles qui sont stockées directement sur la plateforme et qui sont appelées via des API. Et il y a des usages aussi streaming, voilà, où il y a des référentiels, par exemple le référentiel Dido, le référentiel tiers, qui à chaque fois que ce référentiel-là est mis à jour, eh ben, les informations sont poussées dans une file de messages, et puis il y a un traitement en streaming qui vient et qui alimente la plateforme en temps réel. Donc sur la partie ingestion, on a des outils qui permettent d'ingérer ça sous format batch et des outils qui permettent d'ingérer des données en streaming et en temps réel. Donc voilà pour la première partie ingestion. Sur la partie stockage, toute la plateforme elle est basée principalement sur c'est un framework de open source qui s'appelle Hadoop, HDFS. Donc c'est un système de fichiers distribué qui est scalable, qui est tolérant à la panne, voilà, qui découpe les fichiers en blocs et qui va répliquer ces blocs sur des nœuds, sur des serveurs différents. Voilà, qui va répliquer. Donc là, nous, on a un coefficient de réplication de 3 qui fait qu'on peut perdre 2 serveurs simultanément et on a toujours une copie en fait, de ces données-là. Donc ça, c'est vraiment le système de stockage principal de notre plateforme data actuellement. On a en plus de ça, il y a les équipes de production qui ont mis en place une baie de stockage, un storage grid qui implémente la technologie S3, voilà, donc, qui est on-prem, donc qui est sur nos serveurs. Et cette baie de stockage, elle est utilisée pour sauvegarder les données qui sont stockées, dont les données primaires sont stockées sur le big data. Sur la partie stockage, donc on parlait de base de données, là il y avait la partie stockage fichier, et il y a des usages opérationnels, donc il y a une base de données, alors une base on appelle NoSQL, donc Not Only SQL, qui peut être utilisée, en fait, ça c'est une base qui est utilisée pour des usages opérationnels, pour les applications qui ont besoin de temps réel, en fait, et qui ont une très grosse volumétrie. Et donc ce type de base de données permet de récupérer des informations fines en temps réel, même si on a des milliards de lignes et même si on a des millions de colonnes en fait. Donc c'est pareil, c'est des bases qui sont scalables, qui sont tolérants à la panne. Et on peut aussi accéder à ces données via des API REST. Donc, on a vu la partie ingestion, stockage, et là, il y a toute la partie traitement. Donc, c'est ce que j'appelle les pipelines ETL, où on va transformer la donnée. Quand on dit transformer la donnée, ça va être changer le format de la donnée, ça va être mettre en qualité la donnée, ça va être nettoyer la donnée, ça va être faire des jointures entre plusieurs sources de données. Et donc là, on utilise des frameworks open source. Donc on a Apache Spark qui a été créé par l'université de Berkeley, qui est le moteur de traitement le plus utilisé aujourd'hui sur le marché. Et c'est un moteur de traitement qui permet de traiter un large volume de données sur des serveurs distribués. Et cet outil, donc ce framework de calcul distribué, dispose d'une API Python, donc on peut développer en Python. Il a aussi une interface SQL qui permet de simplifier le requêtage aussi des données. Il a aussi une partie streaming. Donc on peut aussi faire du traitement en temps réel avec ce framework. Et il dispose même d'une API de machine learning où il y a une bonne partie des librairies en fait, de machine learning qui sont implémentées, comme
je sais pas, les classifications, les régressions, le clustering, collaborative filtering, voilà, plusieurs algorithmes de machine learning qui peuvent être implémentés grâce à ce framework. Et on a Apache Hive qui était développé par Facebook et qui permet de faire du requêtage SQL. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, vous avez compris, c'est du développement manuel. Donc, c'est pas, voilà, c'est du développement manuel. Ça permet d'être, j'ai envie de dire, très précis, mais ça nécessite des compétences techniques importantes pour maîtriser ces frameworks. Et bientôt, on va mettre en place un ETL, qui est Informatica. Donc là, ça va être étudié et mis en place prochainement. Et ça va permettre, en gros, de faire ces transformations de la donnée-là via une interface graphique et du paramétrage. Et ce qui sera exécuté derrière, ce sera des traitements Spark. Voilà. Donc là, toute la partie on a dit traitement. Et après, il y a la partie exposition, mise à disposition de la donnée. On a un outil qui est à mi-chemin entre la partie stockage, mais qui est utilisé aussi pour de l'analytique, qui est Indexima. Donc c'est une société française. Et cet outil, en fait, c'est un moteur d'indexation et d'agrégation et de fédération qui va permettre d'accélérer le requêtage aux données qui sont stockées sur notre plateforme. Donc il y a des index qui vont être calculés, des hyperindex qui vont être calculés dans l'outil et qui vont être montés en mémoire et qui vont permettre notamment d'accélérer énormément les visualisations qu'on va vouloir faire avec des outils comme Tableau Serveur, comme Power BI, comme même des fichiers Excel. Donc on peut accélérer le requêtage des données qu'on a sur la plateforme grâce à ces index qui sont calculés dans Indexima. Donc, alors les outils du marché, cette fois. Alors du coup, là on a vu les outils, ce qu'on avait en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait aujourd'hui nous c'est une distribution qu'on a qui intègre tous ces outils open source. Donc on a une distribution qui s'appelle Hortonworks. On va bientôt passer à une nouvelle distribution qui s'appelle Cloudera. Et du coup, on voit que sur la partie stockage, donc les outils du marché, nous aujourd'hui ce qu'on a actuellement c'est Hadoop. Donc c'est le système de fichiers distribué. Et ce système de fichiers distribué, il est optimisé notamment pour les gros fichiers. Et quand on a des centaines de millions de petits fichiers, Hadoop, HDFS, il y a une limite et ça peut engendrer des instabilités au niveau du cluster. Et donc, sur le marché, il y a des systèmes de objets, donc du stockage objet, qui a émergé, notamment tous les gros cloud providers, AWS, Azure et Google, ont leur système de fichiers objets, donc qui est S3, Azure Data Lake Storage ou Google Cloud Storage, qui se base sur du système objet. Et nous, dans notre prochaine montée de version, on aura aussi un système de fichiers objets donc qui va s'appeler Ozone. Donc ça, c'est sur toute la partie stockage. Et sur la partie traitement, donc tout le pipeline de traitement et de transformation de la donnée. Donc nous, on a vu qu'on avait les deux frameworks Spark, Hive, et finalement, les cloud providers, eux, fournissent des services qui, au final, en back-end, utilisent les mêmes moteurs de traitement. Donc tout ce qu'on voit là, les Google Dataprog, Dataflow, derrière, ils utilisent des traitements Spark ou Hive. Azure Data Factory, donc sur le cloud Microsoft, le service qui permet de faire du traitement de la donnée, derrière, c'est leur ETL Microsoft SSIS
qui est utilisé, et lui aussi utilise en back-end du Spark. Et pareil pour AWS Glue, eh ben c'est une interface graphique en fait, avec des traitements Spark qui sont exécutés en back-office. Donc voilà, sur toute la partie traitement, on voit que toutes les technologies qu'on a sélectionnées, c'est les technologies qui sont utilisées aujourd'hui sur les clouds, les fournisseurs de services sur les clouds. Donc ça, c'est vraiment les coulisses techniques, là, on vient de voir de cette fameuse plateforme data. On va passer à quelques questions. Vous voulez rajouter quelque chose, compléter sur tous ces process? Enfin, finalement, on a toutes ces étapes. Hein. Si tu montes le slide d'après, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, en fonction du cas d'usage, en fait, eh ben, on va avoir un stockage différent de la donnée. En fait, il y a deux usages importants dans la data. Il y a l'usage opérationnel et il y a l'usage analytique, oui, de la donnée. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a montré la brique qui est plutôt tout ce qu'on appelle la fondation du pipeline outil data. Donc c'est vraiment la partie data foundation, c'est un produit qui s'appelle Data Foundation, mais on a d'autres produits, à savoir la partie data management avec la data gouvernance et la qualité et le glossaire et le catalogue des données. Et puis après, il y a toute la partie data analytics avec des outils comme Tableau, comme Alteryx, qu'on est en train de déployer et qu'on a déjà déployé, qui vont aider à mettre en place des visualisations, des dashboards et ce qui est, en fait, ça va leur permettre d'extraire et de manipuler, de croiser des données. Alors là, on voit les outils data répartis en 4 grandes familles. Oui, c'est ça en fait, c'est les familles que je viens de présenter. Et les familles sont alors, pour une utilisation métier et pour une utilisation SI. Et là, aujourd'hui, on a vraiment présenté avec Michael une utilisation SI avec le Big Data. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses à compléter sur votre présentation avant que je vous suggère une question qui nous arrive sur ma petite tablette? Pour nous, on a fait le tour, on va dire. En tout cas, c'est bravo, parce que c'était très clair. Hein. Même pour ceux qui sont moins techniques, comme moi, par exemple, je ne suis pas ici. C'était très clair, on a tout compris. Merci à tous les deux. Alors, une première question qui nous arrive là sur le chat en direct. Comment les travaux sur la plateforme Big Data se sont articulés entre les équipes Caisse des dépôts et ICDC? C'était ma fameuse question. Comment vous organisez-vous en interne? Alors, on s'organise, les équipes, que ce soit Caisse des dépôts ou ICDC, on va dire qu'on est en mode produit. Donc, qui dit mode produit, c'est-à-dire qu'on est en mode agile et qu'on est one team. On travaille tous ensemble pour un même objectif. Oui. Côté Caisse des dépôts, donc, on a construit la communauté data avec des data owners et des data officers. Cette communauté, elle est épaulée par le pôle data pour les aider à détecter des nouveaux cas d'usage ou des cas d'usage qui veulent industrialiser. Ils se mettent en contact avec nous côté système d'information, donc SDT, pour qu'on les aide à trouver l'outil adéquat pour leur cas d'usage. Donc nous, aujourd'hui, on a des product owners, on a des data business analystes qui mettent en place une backlog, des user stories et surtout qui rentrent en contact avec les tech leads et les développeurs d'ICDC. Donc la squad, par exemple, sur la partie Big Data, la squad de Michael, pour pouvoir développer, industrialiser et normaliser ces cas d'usage. Et puis derrière, avoir un même objectif, c'est vraiment prendre la valeur de la donnée et essayer d'en tirer profit. Une question pour vous, Michael. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez? J'imagine, c'est pas précisé, mais au quotidien, autour de ce que vous avez présenté techniquement. Du coup, en fait, il y a les contraintes, on va dire, il y a deux contraintes qu'on rencontre. C'est la première contrainte, le fait d'être, alors c'est pas spécifique au Big Data, mais le fait d'être on-prem, eh ben ça nécessite de gérer un capacity planning et donc ça nécessite de faire des investissements en avance de phase
Et donc de ne pas se tromper sur les ressources qui vont être mises à disposition sur la plateforme. Donc cette gestion du capacity planning, voilà, est importante et peut être un peu difficile à gérer et à prévoir en fait. Et une autre contrainte, c'est le fait d'être une plateforme mutualisée, donc partagée par tous les projets. Et ben, quelquefois, il peut y avoir des contraintes où ça peut brider légèrement, on va dire, l'innovation, parce qu'il peut y avoir de nouveaux projets qui arrivent et qui veulent la toute dernière version par exemple de Spark. Voilà, ils veulent la toute dernière version qui vient de sortir. Et comme c'est une plateforme mutualisée, les autres projets, eux, préfèrent rester sur la version stable qui existe actuellement. Et donc ça peut être un frein. Pour ces problématiques-là, en fait, il y a les premières briques qui vont pallier à ces problématiques-là. Et ben c'est une montée de version qu'on va faire dès le début de l'année prochaine. L'objectif, en fait, c'est de séparer toute la partie stockage du compute, de la partie traitement, et en mettant en place une plateforme containerisée. Et donc, le fait d'avoir cette plateforme containerisée, on va pouvoir garder toute la partie stockage, sécurité, gouvernance. Donc, toute cette partie va pouvoir être totalement mutualisée comme elle l'est actuellement et pouvoir continuer de casser les silos, de faciliter les croisements de données, etc., tout en ayant une partie traitement qui est décorrélée voilà, de la partie stockage. Et donc, on pourrait avoir un projet qui utilise une version de ce composant-là pour le traitement et un autre projet qui utilise une autre version de ce nouveau composant. Et donc ça, c'est quelque chose je pense, d'important. Même c'est la première brique, on va dire, dans une architecture hybride qui pourrait même être où on aurait toutes nos données pérennes, toutes nos données qui seraient stockées de façon pérenne sur notre data center on-prem et potentiellement des traitements qui pourraient être faits en débordement de capacité sur soit le cloud en respectant la doctrine cloud, hein, soit un cloud privé, par exemple. Exactement. On parlait justement ce matin de cloud. J'imagine que vous avez suivi cette discussion. Oui. Il est temps de clôturer cette présentation et discussion avec vous. Un grand merci à Ger et Michael d'être venus ici à la Serre sur ce Forum Techno 2021. Merci à vous. Bon courage, parce qu'il y a beaucoup de travail, je le sais, en coulisses pour vous.